tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres de votre nouveau JT. Il sera question de ce workshop organisé par la Fondation Prince Albert II et l'Union internationale pour la conservation de la nature sur les plastiques en mer. Thématique maritime toujours avec l'escale de Philippe Poupon en Principauté. L'avenir de l'îlot Pasteur a été présenté lors d'une visite sur site avec le conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme. Le Monaco Charity Film Festival est organisé au Yacht Club de Monaco. Présentation également du nouveau Petit Futé Monaco. Et puis à l'issue de votre journal, un magazine anniversaire consacré aux 40 ans de la compagnie monégasque de banque. Et avant de développer ces titres, ils s'appellent Giorgio Agamben, Vinciane Després, Monique Dixot, Pierre Montebello ou encore Francis Wolff. Leur point commun, tous sont finalistes pour le prix 2016 des rencontres philosophiques de Monaco, un prix qui sera annoncé et décerné lors de la clôture du colloque international qui se tiendra les 8 et 9 juin prochains. Annonce donc à l'issue de ce rendez-vous que nous suivrons bien sûr pour vous à retrouver sur Monaco Info. Environnement à présent avec ce workshop organisé par la Fondation Prince Albert II et l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il a eu lieu au Novotel et il portait sur un sujet qui nous concerne tous, les déchets plastiques en mer. Nous nous sommes rendus sur place, les images sont signées Serge Prémont. Les situations sont bien souvent inqualifiables. De nombreuses espèces marines meurent étouffées après avoir absorbé des déchets plastiques. Des déchets que l'on retrouve tout près des côtes, mais pas seulement. Un 7e continent a d'ailleurs vu le jour en plein océan Pacifique. C'est un complément à la réunion qui avait eu lieu l'an dernier au mois de mars et où nous avions lancé une task force pour essayer de résoudre les problèmes du plastique dans les mers et dans les océans, plus particulièrement en Méditerranée. Aujourd'hui, c'est focalisé sur une incantation qui est de fermer le robinet du plastique, parce que je crois qu'effectivement, la seule solution pérenne, c'est de trouver des alternatives à l'utilisation du plastique. Ça n'est pas la seule solution, il faut arriver à cela, mais il faut aussi entre-temps, et ce sera évoqué lors de cet atelier, faire en sorte que le plastique qui s'y trouve déjà puisse être éventuellement récupéré, réutilisé, recyclé intelligemment, de façon à diminuer, encore une fois, les charges polluantes de plastique qui sont dans les mers et océans. La Fondation Prince Albert II et l'Union internationale pour la conservation de la nature se mobilisent donc afin de fédérer les initiatives. Lors de ce workshop, différentes personnalités étaient présentes comme Pierre-Yves Cousteau, des représentants de Tara Expéditions, de la Fondation Ellen MacArthur, des spécialistes venus de Chypre, d'Afrique du Sud et même de la Plymouth University en Angleterre. Il y a eu un certain nombre de décisions qui sont mises en œuvre dès maintenant en ce qui concerne la suppression des sacs à usage unique dans les activités commerciales. Et puis il y aura une seconde étape qui sera en 2019 avec la suppression en principe des emballages pour des emballages alimentaires. Le problème est gigantesque. La nature des dommages réels n'est pas réellement bien connue et il faudrait effectivement que des scientifiques, et ça commence à se faire, se penchent davantage sur les conséquences de ces microplastiques quand ils sont ingérés par les organismes marins que nous-mêmes nous ingérons après, que ce soit poissons, coquillages, crustacés, etc. Donc c'est un vrai problème. Il y a des quantités, la Méditerranée n'est pas sans doute dans la pire des situations, mais en Méditerranée orientale, on nous a signalé à plusieurs reprises qu'il y avait de vastes étendues de plastique flottant. Il y a un aspect esthétique qui est secondaire, il y a un aspect pollution qui est évident, et il y a un aspect conséquences à long terme que l'on connaît mal. Donc il faut bien entendu faire en sorte qu'on puisse supprimer ces sources de pollution, qui sont des sources de pollution tellurique, puisque ce sont des objets qui viennent de la Terre. Et puis il faut qu'on trouve surtout des solutions alternatives pour remplacer le plastique le plus souvent possible par des matériaux qui soient des matériaux écologiquement plus amicaux, qui puissent se résorber dans le milieu marin de façon beaucoup plus naturelle. Le plastique à l'heure actuelle, vous le savez, la durée moyenne, c'est 4 siècles et demi. Donc, quand on oublie une bouteille de plastique, il y en a pour 4 siècles.
Des solutions alternatives qui seront d'ailleurs au cœur de la Journée mondiale des océans le 8 juin prochain. Mer toujours, ils se sont lancés dans un long périple à la fin des années 2000. Philippe Poupon et sa famille ont fait escale en Principauté il y a quelques jours. Patricia Navarro a pu les rencontrer. Depuis 7 ans qu'ils ont pris la mer, ils ont parcouru près de 120 000 km en famille sur leur bateau Fleur Australe. Le grand navigateur français Philippe Poupon est à la barre. Il a entraîné avec lui son épouse, la comédienne Géraldine Danon, et leurs enfants. La plus jeune n'avait que 8 mois lorsqu'ils se sont élancés. Aujourd'hui, c'est en mer Méditerranée que se poursuit leur aventure. Et entre Port-Cros et la Corse, c'est à Monaco qu'ils ont choisi de faire escale pour aller à la rencontre des petits élèves de l'école de la Condamine. On n'est pas égoïste en tout cas de ce que l'on vit, et on a au contraire, c'est ce qu'on fait avec Géraldine pour les films, les livres, c'est de faire partager le plus grand nombre à notre aventure, à la chance que l'on a de parcourir cette belle planète et de la raconter. Donc c'est un peu égoïste si on restait seul à tourner en rond au milieu de l'océan. Philippe Poupon assure la navigation et la sécurité de sa famille à bord. Quant à Géraldine Danon, elle ne s'est pas complètement éloignée de ses premiers amours. Elle a pris caméra et plume pour faire le récit en images et à l'écrit de cette formidable aventure humaine et familiale. Je crois que j'avais envie d'être en famille et de ne rien rater de la petite enfance de mes enfants. Quand j'ai embarqué, mon fils avait 9 ans. Je travaillais beaucoup, je tournais, je m'occupais d'un théâtre, j'avais repris le cinéma de Claude Lelouch que j'avais transformé en théâtre, j'y jouais, et j'avais un petit peu l'impression que la toute petite enfance de mon fils m'échappait. Donc quand j'ai rencontré Philippe et qu'on a eu ce projet de partir en mer, on a d'abord essayé de rejoindre nos deux horizons. Nos deux horizons, ils passaient par la mer et ils passaient par ce huis clos familial. Et très vite, l'idée justement du partage était essentielle pour moi. Donc j'ai essayé de voir comment est-ce que je pouvais y trouver mon sens. Et ça passait par la caméra, par les écrits, par les livres et par les photos. L'échange avec les petits élèves de la Condamine aura été fructueux. Pendant plus de 2 heures, la famille de navigateurs a dû répondre à des dizaines de questions liées à la vie à bord ou les contrées, paysages et animaux découverts lors de ce voyage. Je ne savais pas qu'un aussi petit bateau il pourrait naviguer dans une aussi grande mer. Ça a dû être vraiment très génial. J'aurais tant aimé être à leur place. C'était tellement beau là-bas avec les glaciers et qu'on pouvait marcher au milieu des manchots. C'était vraiment très beau. Moi, j'aurais pas du tout le courage de le faire. D'ailleurs, elles ont eu un très très grand courage. C'est vraiment très courageux de leur part. C'est vrai que ça doit pas être agréable tous les jours d'être serré comme ça, de bouger dans tous les sens. Moi, j'aurais pas le courage de le faire. Après 2 jours en Principauté, la petite famille va reprendre la mer, direction la Corse, puis les autres îles et rivages de Méditerranée jusqu'au mois de septembre. Fleur Australe rejoindra ensuite l'océan Indien et repartira vers l'Antarctique. Elle y croisera peut-être Mike Horn, qu'elle a encouragé et salué lors de son départ du Yacht Club de Monaco pour un tour du monde qui s'annonce épique. Coup de projecteur à présent sur l'îlot Pasteur. Vous les avez peut-être remarqués, depuis plusieurs mois, des travaux ont été entrepris sur cet espace de grande envergure situé à la frontière avec Cap-d'Aille. Émilie Rousseau vous présente le concept et les enjeux de ces travaux réalisés sur cet îlot. C'est un îlot qui va donner un tout autre visage à l'entrée ouest de Monaco. L'îlot Pasteur devrait voir le jour à l'horizon 2020 en Principauté. Après la réalisation de l'îlot Régnier 3 et Canton, cette construction fait partie des projets d'urbanisation des terrains de l'ancienne voie ferrée. À terme, ce grand espace va réunir plusieurs entités. 2 grands bâtiments, d'abord un socle de 5 étages, un socle monoface orienté vers l'avenue de Fontvieille. Sur ce socle, il y aura 2 grands bâtiments. Un bâtiment qui sera le futur collège de la Principauté, qui va pouvoir accueillir 1500 élèves. Je rappelle qu'actuellement, le collège peut accueillir 1200 élèves, donc 1500 élèves, avec un collège avec ses annexes, puisqu'il y aura une cuisine centrale, il va y avoir un gymnaste, également une salle pour accueillir, un amphithéâtre pour accueillir 300 personnes.
et la natation avec 8 couloirs de nage. S'ajoute à cela le relogement de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le transfert de l'espace Léo Ferré et une médiathèque sur 3 étages, mais également un centre de tri postal et un centre des déchets. L'îlot Pasteur est donc un pari logistique, mais pas seulement. C'est un enjeu urbanistique et environnemental très important, puisqu'il faut inclure cette bande très large, enfin très longue et pas très large, dans l'espace urbain qui est tout autour, entre les 2 îlots, le futur îlot Charles III que nous construirons à partir de 2020-2021 et l'îlot que nous venons d'achever qui est l'îlot Canton. C'est un îlot qui doit également s'intégrer entre la falaise du jardin exotique et le rocher. En termes de construction, les travaux préparatoires ont débuté en janvier dernier. Ils portent notamment sur la déviation des réseaux et un terrassement en masse. On est en train de finir des dévoiements de réseaux du côté de Cap d'Aille. Et ça se fait aussi en concertation, en coordination avec l'optique de la livraison du tunnel descendant à l'été, parce que c'est cette zone-là du débouché du tunnel. Donc ces travaux préparatoires vont se poursuivre jusqu'à fin 2016 par le reprofilage de l'avenue du Carrefour en contrebas de l'avenue Pasteur pour en 2017 faire aussi, c'est un des éléments quand même du programme aussi, qui est l'élément routier, puisqu'on vient se raccorder à la dorsale par un tunnel, donc ça sera fait au début 2017. Après l'année 2017, ça va être là le terrassement en masse, le soutènement, pour venir créer le trou, pour qu'après, avec la phase de travaux du gros œuvre, viendra le remplir par le socle et toutes les entités qu'a développé le conseiller et les bâtiments superstructures jusqu'à l'échéance de 2020. Vous l'aurez donc compris, le chantier de l'îlot Pasteur est un chantier complexe qui doit s'intégrer en zone urbaine, une opération de grande envergure qui devrait donc voir le jour dans 4 ans maintenant. Le Monaco Charity Film Festival se déroule non loin d'ici au Yacht Club de Monaco, 4 jours au profit des enfants, comme vous l'explique Christine Natomel. Une 11e édition qui s'est tenue cette fois au profit de l'association Virlani qui œuvre auprès des enfants des rues à Manille, aux Philippines. Le Monaco Charity Film Festival réunit une fois par an en principauté de nombreuses personnalités issues du monde du cinéma, du showbiz, de la politique ou encore de la finance. Une édition marquée cette année par la présence du petit-fils de Nelson Mandela. Je crois qu'il est essentiel de penser aux autres, à ceux qui souffrent dans ce monde. Regardez autour de vous. Tenez, regardez ici par exemple. À Monaco, vous voyez des bateaux hallucinants. Beaucoup de gens ici vivent bien et ont très bien réussi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier le reste du monde. Je pense justement que ce sont à ces personnes, des personnes influentes, avec une bonne situation, qui se doivent d'apporter leur aide. C'est à nous de soutenir et de développer la partie du monde qui va mal. Et si cet événement de charité soutient les enfants pauvres du monde entier, il permet aussi de mettre en lumière les films de jeunes cinéastes en les sortant de l'anonymat. Je présente le film Juste Sam, c'est mon second long métrage. Ça raconte l'histoire d'une enfant un peu sauvage qui a grandi à la DAS, qui se retrouve livrée à elle-même vers ses 22 ans et qui donc a une vie un peu folklorique, on va dire. Et elle vit de débrouilles et d'arnaques et elle va rencontrer une fille sur son chemin qui va l'aider à évoluer, on va dire, dans le bon sens. Le plus important, c'est que le film plaise, qu'il touche les gens et qu'on ne s'ennuie pas. Alors, il n'y a pas vraiment de message en particulier. Je voulais juste qu'ils soient touchés par cette tranche de vie et qu'elle reste un peu dans leur tête, le film fini, pendant quelques temps. Des projections qui étaient ouvertes à tous, une 11e édition qui s'est achevée comme tous les ans par un dîner de gala donné pour l'occasion sur le toit du Yacht Club de Monaco. Il fait partie de ces précieux ouvrages que l'on ouvre pour obtenir un renseignement sur un lieu ou sur un établissement. Le nouveau Petit Futé Monaco vient de paraître. Frédéric Elion vous en dit plus. C'est l'un des grands amis du touriste, du vacancier ou du curieux en vadrouille depuis 1976. Le Petit Futé aiguille, conseille, donne des pistes pour découvrir les bonnes adresses du coin de la rue ou du bout du monde.
Avec 729 guides en 2015, plus de 100 destinations exclusives, le Petit Futé a depuis quelques années son édition Monaco, présentée lundi soir au Joseph. On retrouve toutes les bonnes adresses de la Principauté, bien évidemment, et je suis assez fière de ce guide parce que on est le seul éditeur en fait à travers le monde à faire une édition spéciale sur Monaco. Donc on a commencé l'aventure il y a 4 ans et ça se développe, ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est la 4e édition et on retrouve les bonnes adresses au niveau des restaurants évidemment, au niveau des hôtels, des sorties, du shopping, des choses à faire, à visiter, avec une grosse partie sur la culture à Monaco. Donc voilà, toutes les bonnes adresses futées de la Principauté. Le Petit Futé Monaco, c'est 240 pages avec une partie découverte, histoire, politique, économie, mais aussi la Principauté découpée en quartiers, une étoile pour le plus intéressant, 4 pour l'inoubliable. Sachez que le Petit Futé est aussi disponible en version numérique à télécharger. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos effets du ciel pour les jours à venir. Découvrez la météo avec Eclectic, galerie, intérieur design, art and gifts. Mercredi, un temps bien médiocre, en grande partie nuageux avec de la pluie, surtout en seconde partie de journée, vent modéré, compté de 16 à 18 degrés. Jeudi, le ciel devrait rester incertain avec beaucoup de nuages menaçant quelques percées du soleil au cours de l'après-midi. Vendredi 13, un ciel changeant sans grand mauvais temps et un faible risque d'averse. Samedi, des éclaircies plus franches le matin que l'après-midi, réapparition provisoire de nuages menaçants avant la nuit, comptée jusqu'à 20 degrés pour les températures. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, galerie, intérieur design, art and gifts. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Vous savez bien sûr que l'actualité c'est aussi sur le www.monacochanel.mc. À très bientôt.